Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché bien évidemment, le Bitcoin. J'espère que vous allez bien en ce lundi 28 novembre 2022. Alors, plusieurs choses à vous expliquer. Premièrement, merci d'avoir été là pour les 1 an de la chaîne. Hier, lors du live, vous avez été nombreux et ça a été très agréable de discuter avec vous un petit peu du marché, de ce qui s'est passé en 2022, de ce qui va se passer en 2023. Le replay est à disposition sur YouTube pour ceux qui sont intéressés et qui ont loupé justement l'événement. Et notamment dans cet événement, il y a eu plusieurs choses et le premier est un giveaway qui est toujours d'actualité jusqu'à ce soir 18h sur le Discord, dans le canal annonce. Tout simple, il suffit de cliquer sur Participate, vous avez la possibilité de gagner 100 USDT et une semaine de premium pour les 3 premiers, et pour les 7 suivants, donc il y aura 10 gagnants, les 7 suivants, ce sera une semaine de premium pour justement voir un petit peu tout ça. Donc, sur le Discord, dans la partie publication annonce, le lien est en description et en commentaire, donc n'hésitez pas, et comme d'habitude, on va commencer notre quotidienne par les nouvelles, et ensuite on va attaquer la partie technique sur laquelle on va revenir un petit peu sur l'état général. Mais avant de commencer, likez et partagez cette vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous, bien évidemment, si c'est pas déjà fait. Et on attaque tout de suite avec les nouvelles. Au programme de ce matin, nous avons FTX, on va parler de la Chine, et on va parler notamment des annonces US. Alors, on commence avec FTX. FTX, on continue toujours à sortir des cadavres du placard, notamment l'achat d'une banque dans une ville totalement perdue, quasiment 2 fois, voire 3 fois sa valorisation. On parle d'un achat à 11 millions de dollars. Oui, c'est sûr, quand on parle de milliards ou de centaines de millions qui ont été perdus, ça fait peu, mais c'est quand même quelque chose qui est étrange, surtout que la valorisation générale de cette banque est quand même à moins de 5 milliards, donc ça pose beaucoup de questions, avec notamment les différentes donations qui avaient été faites. C'est vrai que ça s'empile, et ça continue de s'empiler. On apprend aussi que Alameda, donc la société sœur de FTX, est la société qui a retiré le plus de fonds avant le chapitre 11 de FTX US, soit plus de 200 millions de dollars. Donc, ce que j'aime bien, c'est le double discours habituel que nous avons eu durant cette période. SBF qui crie sur Twitter « Vous inquiétez pas, FTX US n'a pas de problème de liquidité, c'est quelque chose qui est à part ». Et à côté, on a la société qui est sœur, qui sort toutes les liquidités possibles de FTX US avant de faire faillite, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je pense qu'on va continuer à en apprendre. C'est pas pour rien que, notamment, Apple cherche à avoir acheté des droits sur, justement, l'histoire de FTX, et que Amazon a commandé une série de 6 ou 8 épisodes, je ne sais plus. Oui, clairement, quand on voit l'histoire de FTX et ce qui s'est passé, on se dit que c'est une histoire sortie directement de la tête de scénariste, et n'est pas la réalité, et pourtant, malheureusement, c'est bien le cas. On continue les nouvelles avec notamment la Chine, de plus en plus d'images de manifestations en Chine, alors ça on en voit notamment sur City, donc sur le crypto Twitter et sur Twitter en général, on voit vraiment beaucoup de vidéos qui traînent, et en effet on voit que c'est suite aux restrictions du Covid, en tout cas leur retour quelques semaines après l'assouplissement qui avait été accordé par les autorités, les manifestations se font de plus en plus fréquentes. Alors, a priori, l'élément déclencheur est quand même le soulèvement de l'usine Apple, qui avait été confinée suite à une série de cas de Covid, et justement, cette manifestation et cette sortie, ce soulèvement, en fait, de l'usine qui avait été mis sous quarantaine, a été durement réprimé, et depuis, les manifestations continuent à proliférer en Chine. Alors, par contre, on met voilà, des grosses pincettes. Néanmoins, au niveau de ces manifestations, c'est quand même quelque chose qui est assez faible quand on regarde la propension de Chinois par rapport au nombre de personnes présentes dans la rue, c'est quand même minime. Et bon, c'est vrai que par contre, oui, en Chine, la notion de manifestation étant très relative, ça reste quand même un exploit que ça se passe de cette façon-là. C'est un événement qui est très rare. Et pour moi, l'information vraiment à retenir de ces manifestations, c'est que il y a une overdose au niveau de la population de la politique zéro Covid. C'est pour ça aussi que le parti avait décidé d'assouplir les règles au niveau du zéro Covid, même si là elles sont revenues. Et l'élément important, c'est que le zéro Covid entraîne une grosse perturbation de la supply chain mondiale à travers les lockdowns de la Chine. Donc si on retourne sur une politique zéro Covid, on sait qu'on va retourner sur des problématiques justement de gestion d'approvisionnement, et donc forcément on va avoir du mal avec l'offre
comme d'habitude. Forcément, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit plusieurs fois, l'offre et la demande, quand on a un déséquilibre, ça entraîne une inflation. Et là, on va se retrouver potentiellement sur une deuxième inflation, à voir comment ça va se dérouler. Est-ce que ça va être véritablement un mouvement politique qui va commencer? Est-ce que ça va être un mouvement social très fort qui va commencer? À quel point il va être justement sanctionné? À quel point on va avoir des répressions? Il va falloir laisser le temps au temps, voir est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment prendre racine au sein de la Chine, ou si c'est juste un événement éphémère qui va disparaître durant cet hiver. On continue les nouvelles avec une série de nouvelles, tout simplement, parce que ça va être une semaine très chargée en termes d'annonces US, avec au programme mercredi, nous avons le PIB T3, très important, qui va justement valider un redépart à la hausse, certainement, de l'activité américaine ou une récession. Ensuite, nous avons le discours de Powell. Jeudi, nous avons les PMI et les PCE Core, et vendredi, on attaque le taux de chômage. Bon, pour vous dire que clairement, Thanksgiving, ils l'ont fêté, c'est sûr. Là, on attaque le sérieux avec tous les chiffres pour cette fin d'année qui vont préparer clairement l'année 2023. Je vous ai déjà donné notamment lors de mon live et lors de l'hebdomadaire ma vision long terme sur ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, mais en tout cas, ça va promettre, je sens que ça va être très intéressant. On va terminer pour les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Je vous rappelle que le Discord est en commentaire et en description. C'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, soutenir le projet du Discord, tout en continuant à se former et en ayant accès à plus de contenu, on a mis en place le Premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formations structurées autour d'un parcours pédagogique. On rajoute du contenu continuellement et vous y retrouvez aussi dans ce premium des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, plein d'informations pour pouvoir progresser. Et pour les curieux, je vous mets une petite vidéo en haut à droite et on attaque la partie technique avec justement notre rappel habituel. Héliotist, vague 1, 2, 3, 4, 5 terminé en avril 2021. Nous sommes sur un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension. La C est profonde, dans laquelle nous sommes actuellement dans un order block, dans lequel nous avons un travail du 786 du retracement total à 14 800, le top de la 1 à 14 000, donc des zones importantes de support, et dans lequel nous sommes toujours en dessous de 618, zone dans lequel, forcément, nous sommes dans une zone de rechargement long terme, pour ceux qui souhaitent s'exposer au titre sur du long terme, donc dans lequel on peut entamer une DCA. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous avons donc 786, le top de la 1, et nous avons même le 1,618 à 10 000 $ sur l'order block, qui est une prolongation extrême de l'AC, dans lequel on pourrait avoir justement cette dernière extension qui cible les 10 000 $, et à côté, en termes de week-off, nous avons un BCAR-ST SO, dans lequel nous avons ici, le ST prend la liquidité du BC, une réaccumulation de week-off, et nous sommes actuellement en sign of weakness, donc une partie très importante pour concentrer une accumulation, pour repartir faire un uptrust, un UT avec un nouvel ATH sur un prochain bull run. On pourrait avoir aussi un BCAR-ST SO UT qui assure avec la validation de la distribution, et donc derrière nous serions dans une fin de distribution. Donc pour moi on a une distribution ici qui fait partie de la réaccumulation, donc quelque chose qui est assez simple et courant dans l'état. On va zoomer dans cette partie-là pour voir justement weekly plusieurs choses. C'est quelque chose que je vous ai déjà donné plusieurs fois. C'est quand on regarde ici, on était plus sur du CME, donc c'est-à-dire les futurs du Chicago Mercantile Exchange qui représentent principalement les institutionnels. On voit que bon, on est quand même sur quelque chose qui est majoritairement descendant. Et quand on va sur du spot, on voit qu'on a quelque chose qui a été quand même un petit peu plus résilient, même si on a la cassure ici de FTX qui a été très forte, mais qui a été quand même, somme toute, moins forte que sur le CME, et les futurs qu'on retrouve principalement sur les institutionnels. Institutionnels qui ont quand même déserté le marché, on voit les volumes du CME qui diminuent drastiquement, même si on a une petite augmentation au niveau de la chute de FTX, on a quand même quelque chose qui est assez faible par rapport au niveau du dernier ATH. Alors, au niveau de ces zones-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une divergence haussière en weekly, sur lequel nous avons ici la zone de chute, dans lequel nous avons au niveau du RSI une accélération,
Donc on a bien une petite divergence haussière weekly qui se met en place, qui n'est pas encore validée, et qui nous amènerait potentiellement sur une continuité si jamais on a une tendance à travailler de cette façon-là, une continuité pour aller chercher les 14 000 et travailler la zone justement de 786 CME qui est dans les 14 800 et le top de la 1 CME qui est dans les 14 000, qui serait une très belle zone justement pour faire un dernier rebond, parce que si on regarde un petit peu, on va zoomer en daily sur une partie plutôt week-offienne, on voit que nous avons, hop, on va se mettre comme ça pour que vous ayez plus de vision, voilà, nous avons le SC qui se trouve ici, AR, ST, STB, d'accord, arrêt de la tendance baissière, on fait le selling climax, on retrace, on fait la R, on réaccélère pour retester la partie du SC en faisant le ST, on retrace et ensuite on casse baissier pour prendre le STB, donc prise de liquidité classique. Donc là on est quand même dans quelque chose qui est somme toute assez fréquent dans la mise en place d'une accumulation de week-off, donc on est quand même dans quelque chose d'assez classique. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que cette structuration a entraîné un certain nombre de manipulations de marché. Cette chute, donc là nous sommes actuellement dans la chute post-FTX, nous sommes en 1 heure, quelque chose dont je vous ai parlé déjà pendant les quotidiennes de la semaine dernière, c'est que nous avons des compressions de liquidités qui ont lieu avec des cassures baissières, des short squeeze, compression, cassure baissière, short squeeze, et ensuite compression, cassure baissière. Donc là on se retrouve exactement dans la même mise en place que la semaine dernière, dans lequel nous avons la cassure baissière de cette compression de liquidité, parce que le marché est en cours de liquidité, et donc forcément on se retrouve dans une forme d'obligation de comprimer les cours, de comprimer la volatilité, pour pouvoir entraîner justement le mouvement du prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, cette contraction de liquidité, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle se positionne quand même sur une cassure très forte liée à la crise de FTX. Oui, crise de FTX qui a été quand même très puissante en termes d'image et de notoriété, dans lequel malheureusement on a quand même toute une série de mainstream qui confondent FTX, donc qui est une malversation d'un dirigeant ou d'une équipe dirigeante sur un échange centralisé, et qui confondent totalement en disant que globalement les cryptos ont été hackés ou Bitcoin a été hacké et que globalement c'est la fin. Donc on a vraiment des grosses problématiques de compréhension de ce qui s'est pas effectué par le mainstream, et malgré ça on regarde que la chute en elle-même aurait été bien pire si jamais ça avait été effectué dans un moment, par exemple, comme il y a 10 mois, tout simplement, donc début 2022. Si on avait eu justement FTX, ça aurait été bien catastrophique. Là, c'est quand même plutôt contrôlé, on se retrouve sur un cours en lui-même qui est plutôt résilient. Quand on compare un petit peu ce qui s'est passé sur la crise de FTX par rapport, ça je vous le fais régulièrement pour vous rappeler, hein, bien évidemment, sur Terra Luna, d'accord? Terra Luna, c'est tout ce mouvement-là. Ici, c'est Celsius 3, ici, et là, nous avons FTX, d'accord? Donc, somme toute, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt contrôlé, dans lequel on a justement... hop, je vais juste nettoyer ça comme ça vous voyez bien. On voit qu'on a quand même quelque chose qui est somme toute contrôlé, et que malgré le fait qu'on ait une peur de la contagion, d'accord? Là, cet élément-là, donc nous avons cassé FTX, là on a la peur de la contagion, dans lequel on a Genesis qui a des soucis, on a un certain nombre de projets sur lesquels on sait qu'ils vont avoir des problèmes de liquidité, et malgré ça, on se retrouve sur quelque chose qui est plutôt résilient, avec une forme de consolidation. On n'a pas chuté directement à 10K, on n'a pas chuté directement à 14K, on est en train de structurer ici, ce qui est plutôt positif, encore une fois, même si on risque d'avoir une jambe baissière, une dernière jambe baissière pour enfoncer le clou, ce qui serait notamment le spring dans cette accumulation. Donc là-dessus, il faut quand même se préparer à cette éventualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, mercredi, quand on a fait la vidéo de la quotidienne, je vous avais parlé de cette compression, je vous ai expliqué qu'on allait certainement comprimer tout ce week-end, et que suite à la fin du week-end, on allait break baissier, soit lundi, soit dimanche soir. Bon, en l'occurrence, ça a été dimanche soir. Cassure baissière à 2h du matin, un petit peu ce qu'on avait retrouvé plusieurs fois dans l'histoire. À partir du moment où on a des compressions, nous avions régulièrement à 2h du matin une cassure baissière, chose qui a été effectuée. Là-dessus, je vous en avais parlé notamment aussi lors du live d'hier, en vous disant que certainement on allait break baissier très vite dessus. Bon, ça a été quelques heures après le live, et derrière, au niveau des schématiques que j'ai en tête, il y a plusieurs possibilités. Pour moi, là, on va se retrouver dans une phase de compression qui risque de faire ceci. Une fois qu'on a fait ceci, d'accord? Une fois qu'on a fait ce setup-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux possibilités. Soit on va réattaquer les 16 300, donc qui est en fait le lot de la compression,
donc très important, zone sur lequel on a eu énormément de travail qui a été effectué, soit on va rebondir dessus, tout simplement, donc si on manque de volume et qu'on n'a pas de volume, et que justement on se retrouve potentiellement ici sur une réaccélération du momentum, et que on est déjà dans une zone très très haute au niveau du momentum, et qu'on se retrouve ici, bon bah clairement on va rebondir, et si on rebondit, par contre, on va break baissier, aller chercher le bas de l'imbalance, le target que je vous ai donné notamment à 15 800, ou l'OB d'achat qui se trouve là, d'accord, on a un petit OB d'achat avec cassure baissière, retest, réaccélération. Donc là, on a pas mal d'ordres qui se trouvent ici. Donc on pourra aller retester notamment le 786 et le 886 qui se trouvent ici dans les 15 700, 15 600. Et si jamais ici, dans cette zone d'OB, qu'on la performe mais totalement, c'est-à-dire sur lequel il n'y a aucune résistance, dans lequel on se dit que là il n'y a même pas de forme d'accumulation ou de baisse de volume ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on va faire un plus bas, c'est évident. Par contre, si on voit une baisse de volume et qu'on voit une mise en place d'une accumulation, c'est potentiellement on va refaire un retest haussier, soit on va retester les 13 300, soit on va retester beaucoup plus haut et aller récupérer la liquidité qui se trouve au-dessus de l'accumulation pour aller potentiellement retester les 16 800 qui a été renforcé notamment ici par ce short squeeze qui n'a pas été entier. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on parle beaucoup de short squeeze, en tout cas moi, mais ce qui est vraiment fort, c'est qu'ici nous avions des short squeeze, d'accord, qui avaient lieu. Est-ce que là on a des short squeeze? Bah, quand on regarde un petit peu l'order flow, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas, on est quand même assez loin. On a toujours 0 open interest, mais alors 0 de chez 0. On a actuellement un cours ici, alors certes on a une petite diminution des longues sur les top traders, mais c'est plutôt flat dans le général, et on a une augmentation des longues sur la totalité des comptes de Binance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, la majorité des gens sont en train de se dire que le marché en lui-même c'est un fake, et donc va repartir à la hausse. Donc là, potentiellement, on pourra avoir enfoncé bien le clou pour aller chercher les personnes qui essaient de racheter cette chute. Donc, plus on avance, plus je me dis que là, on va peut-être faire un retest tout simple des 16 300 pour ensuite renfoncer directement, pour aller chercher soit l'imbalance, soit enfoncer plus bas, et en fonction de la volumétrie de short qui se mettront en place, on verra. À savoir qu'on a encore une semaine avec beaucoup de news, hein, donc ça veut dire aussi beaucoup de volatilité sur les marchés classiques, qui peuvent justement interférer avec l'ensemble du marché crypto, même si le marché crypto n'a pas besoin du marché classique pour s'enfoncer tout seul, comme on l'a vu avec Terra Luna, Celsius 3 ici, FTX, on est bien, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de vous au niveau de la traditionnelle pour s'enfoncer bien profond, donc là-dessus il va falloir espérer qu'on ait quand même des nouvelles qui soient plutôt dans la vague de la minute que l'on a eu la dernière fois, et de l'augmentation, l'augmentation de la diminution de l'inflation, donc quelque chose qui pourrait donner une petite résilience au BTC pour éviter d'enfoncer. Si on avait quelque chose qui était plutôt positif et avec une injection de liquidité sur les marchés traditionnels, ça veut dire que forcément on aurait un rebond, ne serait-ce que minime au niveau du BTC, donc on pourrait encaisser une potentielle perte si jamais on avait des mauvaises nouvelles. Bon, voilà un petit peu la schématique que l'on a sur le court terme, ça empêche qu'on reste toujours bullish sur le long terme. Quoi qu'il arrive, c'est une zone intéressante pour s'exposer en DCA. Au niveau du Nasdaq, on commence sur une journée qui est plutôt négative, avec un début de correction structurelle qui est en train de se faire. On va retester la zone très forte de support qui est là depuis très longtemps. On va retravailler le 382 ici, normal du retracement, pour potentiellement aller chercher plus haut. Je vous avais dit que le Nasdaq, pour moi, devait aller chercher au moins les 12 000, potentiellement, pour se dire qu'on valide une distribution, parce que l'on pourra avoir un BC, un AR, un ST, un SO, un UT, d'accord? Les CAR, ST, SO, UT, mise en place d'une distribution, cassure baissière pour retracement, soit on retrace ici pour refaire un retest et repartir à la hausse, soit on break baissier, et on break baissier, chercher les 9500, d'accord? Classique, quelque chose que je vous ai déjà expliqué lors des différentes quotidiennes. Là, on va déterminer, est-ce que ça va être le cas en fonction des différentes annonces. On note quand même que le Nasdaq, par rapport au SP500, est bien plus faible, et montre quand même des signes de faiblesse très forts, alors que le SP500 lui-même est plutôt fort, vraiment très intéressant de voir que on a quand même une pattern qui est plus intéressante, dans lequel on a quand même déjà un ravalement de bougies, alors que c'est pas le cas sur le Nasdaq. Pour rappel, quand on commence, avant l'ouverture de la session US,
qu'on a des bougies qui sont plutôt négatives, généralement on part à l'inverse à l'ouverture de la session, ou en tout cas d'ici la fin de session US. Donc là-dessus on pourrait avoir une continuité pour aller chercher ici 618, niveau de retracement classique de Fibonacci du mouvement structurel du SP500 à 4079, dans lequel on aurait notamment une journée lundi qui serait plutôt positive pour préparer les annonces qui forcément vont impacter grandement. Au niveau du DXY, donc l'indice dollar, très intéressant, on a quand même un début d'accumulation qui est en train de se mettre en place, qui est un petit peu léger, mais on a quand même un début d'accumulation à prendre en compte, dans lequel on pourra avoir en effet ici un STB et un Spring qui pourraient aller chasser les liquidités en dessous des 105 et aller toucher justement la target qu'on attend de 2, qui représente quand même un break of structure majeur. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir quand même une petite consolidation avant d'avoir une réintégration pour bien valider le break of structure, se dire que on a en effet un indice dollar qui va justement terminer sa course et donc va chuter à travers un break of structure. Si on regarde, hop, on clique, on le voit bien, break of structure ici à 105, un petit peu en dessous de 105, dans lequel si jamais on consolide en dessous, on valide ici, même si on va retester par exemple les 110, c'est pas gênant parce que ça veut dire qu'on aura une continuité baissière au niveau du DXY, et donc derrière une certaine incentive pour pousser beaucoup plus haut sur les différents indices SP500 Nasdaq et bien évidemment le BTC. Pour rappel, on n'a jamais connu le BTC avec un DXY qui chute, d'accord? Toujours, nous avons connu, alors oui, il y a eu des retracements, mais sur un DXY qui surperformait majoritairement. Donc que va-t-il se passer si jamais on a un retournement réel du DXY qui est en train de se faire pour aller retravailler des zones très basses, des zones en dessous, comme par exemple un DXY en dessous de 78? Ça pourrait être intéressant de voir ça, voir sur le très long terme. Bon, là, on parle vraiment sur plusieurs années, mais bon, en l'occurrence, on note que là, c'est vraiment le premier gros retracement qu'on a depuis très longtemps. À côté, nous avons l'US Oil dans lequel, justement, on est en train de voir des patterns intéressantes sur cette accélération que l'on avait eu. On avait eu la mise en place ici d'un renforcement de liquidité au niveau des 93 $ et on avait break baissier. Ce qui est intéressant au niveau de l'US Oil, c'est qu'il y a toujours plusieurs, en tout cas, interprétations que l'on peut avoir dessus. La première, c'est que justement quand on a une accélération haussière, c'est un pricing d'une potentielle reprise de croissance. Quand on a une accélération baissière, c'est un potentiel pricing d'une récession. C'est un petit peu l'idée que l'on a quand on touche à tout ce qui est énergie. On rappelle que l'énergie égale croissance. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de croissance. Donc forcément, crise énergétique en Europe égale non-croissance européenne. Bon, c'est pas forcément le cas aux USA, mais c'est en tout cas intéressant de voir ça. Alors, selon vous, la cassure que l'on a eue ici et ici, d'accord, qui sont quand même les deux cassures baissières, avec ici on a un certain break-off structure majeur qui est en train de se faire ici pour une continuité baissière, pourquoi on a eu beaucoup de mal à passer la barre des 70? Parce qu'on est en train de rentrer dans la zone d'achat de la réserve stratégique US, d'accord? Pour rappel, cette zone d'achat, elle est réelle, on a déjà tapé plusieurs fois dans les réserves stratégiques en tout cas des USA, et donc forcément qu'on re-rentre toujours en dessous des 80 $, on arrive dans une zone où il y aura des vagues d'achat colossales pour pouvoir remplir la réserve stratégique effective. Donc là, on va arriver dans une zone qui, potentiellement, va prendre un petit peu de temps à passer, dans lequel on aura un petit peu du mal à structurer, avant que, justement, cette réserve stratégique soit terminée, et qu'une fois que c'est terminé, bah, qu'est-ce qui va se passer? Certainement, on risque de chuter. Chuter pourquoi? Parce que, déjà, il y a plusieurs choses. Un, on a le retour des crises zéro Covid en Chine, news que je vous ai donné, dans lequel bah justement, on va avoir une diminution du fret, on va avoir une diminution de la consommation internationale, ce qui est logique. Donc forcément, derrière, on est en train de pricer au niveau du pétrole. Et deuxième chose, à partir du moment où les réserves stratégiques vont être remplies, il va y avoir une demande d'achat qui va disparaître, et on va commencer à pricer le réel prix de la récession mondiale, d'accord? Donc US, européenne, et ainsi de suite. Donc là-dessus, on va avoir un pricing qui va être effectué, pricing qui risque de nous amener, très certainement, chercher les précédents lots, donc aller chercher les 65, 61 pour aller récupérer les liquidités, et en même temps récupérer la target 1,618 qui est à 65 $, avec la zone de liquidité laissée par notamment le retracement de 2021, d'accord, novembre 2021, sur lequel on aurait justement cette cassure baissière très très forte, où on pourrait récupérer toute cette liquidité qui a été en attente, et qui serait notamment une zone potentielle de rebond
pour recommencer un pricing d'une réaccélération de croissance, quelque chose que l'on a en tête depuis un certain temps, et que le marché attend aussi depuis un certain temps. On n'oublie pas qu'on est obligé de passer par une récession pour pouvoir détruire l'inflation, c'est quelque chose qui est obligatoire. Récession ne veut pas forcément dire chute des marchés financiers, il faut vraiment séparer les deux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.